Bonjour, chers élèves. Merci, en tout cas, de rester toujours fidèle à la plateforme Takana Academy. Nous sommes très heureux donc de vous recevoir ici dans cette phase de révision des épreuves du bac. Alors, comme nous l'avions annoncé la dernière fois, alors pour cette fois-ci, nous allons effectivement essayer de voir, de regarder, de diagnostiquer ce qu'on appelle les différentes épreuves qui sont proposées au bac S. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le bac scientifique, peut-être qui est plus effectivement alors visé. Néanmoins, nous allons toujours, comme effectivement nous avons l'habitude de le faire, vous permettre un peu dans la première partie de cette prestation de poser des questions, relatives à vos inquiétudes principalement. Alors, il faut dire que, alors, c'est principalement au niveau, comme vous le savez, de la dissertation d'une manière générale, de la poésie ou du théâtre. En fait, pour quand même un peu calibrer un peu les choses, on aurait aimé que les questions posées puissent peut-être toucher le côté de la dissertation ou du, en tout cas du théâtre et de la poésie. Donc, c'est un peu cela. Maintenant, alors, ce qu'il y a lieu également de dire, c'est que vous pouvez toujours, vous pouvez toujours, comme nous l'avions fait, euh, proposer également, par rapport aux exercices qui ont été donnés, de nous proposer en fait, vos essais, vos exercices déjà traités sur les cours qui ont été déjà postés sur la plateforme. Alors, et de revenir un peu, pour qu'on puisse maintenant revenir sur ça et vous dire est-ce que vous avez bien répondu à la question, vous avez bien traité le sujet, ou bien il y a quand même des détails qui restent à être complétés. Alors, autant en tout cas de choses alors qui effectivement d'une certaine manière pourraient être alors intéressants pour ce cours. Nous le savons. Nous savons que c'est pas du tout évident à cette période, justement. Alors, ce n'est pas du tout. Certains sont un peu stressés, d'autres ont des inquiétudes. C'est pourquoi nous vous permettons un peu de, effectivement, vous poser des questions relatives à vos inquiétudes principalement sur, sur le programme d'une manière générale. Mais pour qu'on puisse maintenant davantage s'organiser, on aurait aimé que ce soit un peu sur les rubriques qui ont été déjà annoncées. Ou c'est la dissertation, ou c'est le résumé, ou bien, du moins c'est le théâtre ou la poésie. Puisque M. Dieng, principalement, alors professeur de, de grande vertu sur le plan moral et sur le plan intellectuel, donc reviendra principalement sur le roman, le résumé sur discussion et le commentaire. Voilà. Donc, pour revenir aujourd'hui et peut-être vous permettre une petite révision par rapport aux attentes. Alors, j'aimerais bien alors vous rappeler encore pour ce qui concerne la dissertation, une étape essentielle de la dissertation. Au niveau de la dissertation, vraiment, le paragraphe argumentatif est essentiel. Le paragraphe argumentatif, au-delà de l'introduction, alors, au-delà effectivement de la conclusion, le développement d'une dissertation est composé de parties. Chaque partie est composée de paragraphes. Mais un élève devrait quand même voir les composantes ou bien les différentes étapes de l'analyse argumentative. Comment on argumente, c'est important. N'oubliez pas, n'oubliez pas deux choses. Le sujet
d'une dissertation littéraire pose une problématique. Alors, mathématiquement parlant, on peut dire que ça pose une équation. Ou bien, alors, c'est sous forme de questions. D'ailleurs, au niveau de l'introduction, vous savez que la problématique est l'étape la plus importante. Parce que la problématique, c'est quoi? C'est poser le véritable problème posé par le sujet. Alors, la problématique, donc, quelque part, qui est l'essence même de la dissertation, alors, est reformulée sous forme de question. Donc, c'est une question, un problème ou une équation à résoudre. Et pour résoudre une équation, il y a des méthodes. Les mathématiciens, les scientifiques peut-être pourront véritablement confirmer ce que je dis. Dans le cadre d'une dissertation, il s'agit de résoudre une équation, une problématique, de répondre à une question. Maintenant, pour répondre à une question, pour résoudre la problématique, il y a un cheminement à suivre. Un cheminement. Et ce cheminement, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'argumentation. Alors, c'est quoi argumentation et comment argumenter? L'argumentation, il faut le dire, c'est le fait de développer des idées. Alors, dans un développement, on a des idées. Mais ces idées-là doivent être naturellement expliquées, justifiées, démontrées. Dans le cadre d'une dissertation, on fait ce qu'on appelle une démonstration, une explication détaillée, alors, des idées qu'on a énoncées. Ces idées-là doivent être bien organisées. Donc, doivent recouper le sujet. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de qu'on vous dise, qu'on vous parle de la poésie, que vous puissiez, en fait, un sujet qui porte sur la poésie, un sujet qui porte sur le roman, un sujet qui porte sur le théâtre. Toutes les idées sur le roman, le théâtre ou la poésie, ou la littérature générale, peuvent ne pas être les bienvenus dans cette dissertation. Ce que je veux dire, c'est quoi? Les idées, parce que le prof fait un cours entier sur la poésie, il aborde beaucoup d'aspects, mais quels sont les aspects du cours qui nous permettront de résoudre l'équation posée par le sujet, de résoudre la problématique? C'est pourquoi on dit que ces idées-là doivent être pertinentes. Les idées doivent être pertinentes. Pourquoi pertinentes? La pertinence, c'est quoi? C'est quand vous dites quelque chose qui cadre bien avec le débat. Quand vous énoncez des idées qui recoupent effectivement alors les idées du sujet, la problématique posée par le sujet. C'est ça la pertinence. Le débat porte sur le Guigui. Quand tu amènes le Dakargi, même si tu as des connaissances encyclopédiques sur le Dakargi, attention, ces idées-là ne sont pas pertinentes. Pourquoi? Parce que ça ne cadre pas avec notre débat. Notre débat parle de le Guigui. Vous nous avez amené des idées sur le Dakargi. Le Guigui et le Dakar, c'est différent. Voilà la pertinence. Donc, quelque part, le prof fait un cours entier sur la poésie, un cours entier sur le roman, un cours entier sur le théâtre, et même sur la littérature humaine en général. Vous avez toutes les fonctions de ces différentes rubriques. Mais il y a un sujet qui a été donné et qui ne prend en compte que trois aspects du cours, alors que le cours peut être encyclopédique. Je vous donne un exemple. Le prof, en abordant le cours sur la poésie, pourrait effectivement évoquer 9 fonctions, principalement, de la poésie. Mais le sujet qui nous concerne, pour résoudre tout le sujet, toute l'équation problématique posée par le sujet, nous avons besoin uniquement de trois fonctions. Trois fonctions. Donc, les autres fonctions, si vous les amenez, elles peuvent être bonnes. Vous pouvez avoir des éléments importants. Ce sont des idées, mais elles ne sont pas pertinentes parce qu'elles ne cadrent pas avec la problématique. Donc, les idées, quelles que soient les circonstances, ça doit être pertinent. Malheureusement, au bac, je vais vous le dire, parfois, c'est ça qui est ce qu'on appelle hors sujet.
Et c'est amer, ce constat-là, de voir un candidat qui a fait 9 mois, d'aller dire même 3 ans. Pas parce que vous commencez depuis la seconde, première, terminale, vous avez suivi 3 ans de cours pour qu'on puisse vous évaluer un jour. Alors, vous puissiez bien rassembler tous les éléments, les données dont vous disposez sur le domaine, et que vous puissiez parler et que ce que vous dites, oui, c'est beau, parce que ça parle, ça concerne le thème général, mais le sujet a posé un thème particulier. Et tout ce que vous avez dit ne cadre pas avec ce dit. C'est quoi les élèves font ce qu'on appelle, il y a 2 erreurs à ne pas commettre au bac. Hors sujet, on parle de Guigui, tu parles de Dakar, tu es hors sujet. Tu es hors sujet. Ñi ngi ci tabaski la ñuy wax boo fi indee débat boo xam ne si day wax ci korité dana la sa yow tar rek korité weesu même boo indee débat boo xam ne day wax ci tamxarit dana la sa yow saa tey tamxarit moom ñëwagul quoi da ngaa baax rek mais tamxarit ñëwagul ñun yem ci tabaski bi mbirum xar mbirum xattum mbirum xaalis xattum xaalis la ñuy wax mooy débat bi da ngay fi indi ay cere tamxarit non plan cere tamxarit de yow waxagul ci wàllu tamxarit. Donc, les idées que vous devez porter doivent être des idées pertinentes. C'est ça la pertinence. Quand tu es pertinent, quand même si tu connais beaucoup trop sur le débat, tu n'auras porté que les éléments essentiels qui permettront de résoudre l'équation. Parce que vous n'avez pas toute votre vie. Dans une dissertation au bac, vous n'avez que 4 ans. Pourquoi pour maintenant venir et nous parler, donc, prêcher dans le désert, parler des choses qui ne cadrent pas avec notre débat? Pour montrer au professeur, il y a des élèves qui le font à l'examen. Je vous dis, ce constat-là est très amer. Tu vas à l'examen, on donne un sujet sur la poésie. L'élève vous récite tout le cours sur la poésie. Oh, tout le cours. Définition, caractéristique de la poésie. Et c'est comme ça qu'il va vous réciter le cours. Définition de la poésie. Il vous donne toutes les définitions de la poésie. Caractéristique de la poésie. Les courants poétiques. La poésie, depuis la nuit des temps, depuis la Genèse jusqu'à là, il va tout vous recopier, les fonctions de la poésie, tout, pour montrer que non, moi j'ai maîtrisé le cours de la poésie. Il se retrouve avec un seulement. Pourquoi un seulement? Parce que il n'a pas été pertinent. Même s'il est encyclopédique, il n'a pas été pertinent. Même s'il est trop généreux, il n'a pas été pertinent parce que la pertinence nous exige à parler du débat et de ne pas se permettre de faire ce qu'on appelle des digressions. D'ailleurs, c'est ça le deuxième constat. Ce qu'on appelle les digressions inutiles. Il y a les élèves, je le dis, même, c'est arrivé, hein? C'est arrivé récemment au bac blanc. J'ai vu une élève, une ou un élève, je ne sais pas, mais d'habitude, ce sont les filles, pour vous taquiner un peu, ils font ces genres d'erreurs-là pour montrer que le débat, le sujet pose 2 parties. Pose 2 parties. Le plan, la consigne de la dissertation, c'est 2 parties. L'élève me fait 3 parties. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? La consigne dit parler de la poésie didactique. Après, vous allez parler de la poésie militante. Là, l'élève me parle de la poésie didactique, c'est très bien. Il revient pour non, c'était sur le roman. Le roman didactique, c'était très bien. Après, il vient de roman social, c'était très bien. Mais il m'amène également carrément, bon, Nyambas, Yakulser, mes filles, les Yakser. Il m'amène également, il me parle donc du roman, comment on dit, du roman esthétique, donc l'esthétique du roman. Que le roman, c'est beau, etc. Les chapitres, la division, etc. Il a toutes les données sur le. Il a fait une très bonne partie. Mais cet élève-là, comment on doit se comporter devant cet élève? Puisqu'il n'a pas respecté la consigne. Quand vous le sanctionnez, on dit que le prof, dafa soxor de mais prof bi pourtant rek xale bi non oui ki ni maîtriser ñun yow ñaar la laaj ngay ni ñett waaye léegi da nga ko xool ci julli bu dee da ngay julli yow nga boo wax ne moi je suis un bon musulman yàlla ñeenti rakk la wax tisbaar ñeenti rakk la wax takkusaan yow nga ne non damay wax juróomi rakk laay door juróomi rakk man du ma yem ci juróomi rakk sa julli bi day daanu sa julli bi day baaxul julli baax parce que dañ la wax na la yemal ñaar wala ñeenti rakk yow nga xaabaabal ba juróom benn di wane ne da nga nekk un bon musulman
baaxul. Et puis, tu n'es pas pertinent. Tu n'es pas pertinent. Il y a des gens qui aiment ça, prêcher dans le désert, faire des contorsions, des tergiversations. Ça dit quoi? D'amener des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet. Ce qu'on appelle des digressions inutiles. Loolu tamit beneen constat la. À part ñi nga xam ne si danaan guy gi ñu ne Dakar gi, le débat porte sur le roman, il t'amène la poésie, parce que poésie lañ préparé. Le débat porte sur le théâtre, il t'amène le roman, parce que loolu lañ préparé. Loolu mooy ñu ne guy gi nga ne Dakar gi. Wow, moom au sujet bu rafet la. Da ngay génn mbaay gi yow gën nga ci. Mais ñeneen dañuy yem ci sujet ba pare bëgg laa indi lépp lu xam sujet bi. Ñooñu aussi dañoo généreux ba mu ëpp, mais ils sont pas pertinents. Parce que waxuñu ci aali kalaj gi. Voilà, c'est ça le terme. Wax ci aali kalaj gi, c'est ça le terme. Quand tu parles du sujet, de ce qui concerne le sujet, mais tu es pertinent. Mais quand tu m'amènes un autre débat hors du sujet, c'est hors sujet. Et hors sujet est sanctionné. Oui, Tamsir. Hors sujet est sanctionné négativement. Oui, bonjour, Donc, monsieur. ne soyez pas trop généreux, Tamsir. Ne soyez pas trop généreux. Ne soyez pas également allez à l'essentiel. Dis le beau et tais-toi, mais là également, dis, résous la problématique et tais-toi. C'est tout ce qu'on te demande. Oui, allez-y, Tamsir. Oui, par exemple, il y a des sujets qui comportent trois parties dans le plan. Oui, oui. Est-ce qu'on peut dépasser les limites ou bien les normes? Vous dites, Ouais, il y a des sujets qui comportent trois parties. qui comportent trois parties. Oui, la consigne vous dit c'est trois parties. Oui, Oui, mais bien sûr, tu fais les trois parties. Pas de oui. problème. On te demande trois, tu fais trois. Si par exemple tu fais les Tamsir, deux et tu laisses une partie. tu fais? Si tu fais les deux parties et tu laisses une partie. Ah, d'accord. Là, c'est travail insuffisant. Je vais vous dire maintenant, je vais montrer effectivement, je vais répondre à la question, à l'autre question également. À Hamidou Sow Diallo qui me demande hors sujet c'est combien et quand le débat également est inachevé, c'est combien. C'est vrai que il n'est pas bien de faire du sababat. On te demande deux, tu fais trois. Mais il n'est pas bien également de voir qu'un élève à qui on a demandé de faire trois parties et il fait deux parties. Là, c'est hors sujet. Du moins, là, c'est alors hors consigne. Dans les deux cas, c'est hors consigne. C'est-à-dire que vous n'avez pas respecté la consigne. Et quand vous ne respectez pas la consigne, si c'est hors sujet, il y a des gens, ça veut dire que la règle, c'est quoi? L'élève ne peut pas avoir la moyenne. C'est sous moyenne. Là, c'est clair. Maintenant, tout reste maintenant de l'appréciation du correcteur. On lui dit, apprécier. Parce qu'il y a des hors-sujets où c'est carrément flagrant. C'est-à-dire que l'élève, on nous parle du roman, vous parlez de on vous parle du roman, vous parlez des. L'élève ne bénéficiera que les deux points maximum, un ou deux points de la présentation. Le débat porte sur la poésie. Vous nous parlez du roman. Là, regardez bien. Donc, l'élève ne bénéficiera que les un point, ou bien les deux points réservés à la présentation. Là, c'est clair. Loolu mooy hors sujet bu rafet génn carrément terrain bi. Il y a des hors sujet où quand même parfois je te parle de la poésie mais le débat porte sur la fonction militante, la fonction esthétique, n'est-ce pas, et la fonction peut-être didactique, les trois fonctions. Vous nous parlez de la fonction d'abord lyrique qui n'a le sujet ne parle ni la thèse ni l'antithèse, encore moins la synthèse ne parle de la fonction lyrique. Mais tu es dans la poésie. Alors, l'autre aspect, deuxième qui, au lieu de. Mais tu as amené, je dis, tu as parlé de la fonction lyrique, mais tu as amené la fonction esthétique et la fonction didactique. Mais au lieu de fonction militante, tu as amené la fonction lyrique, qui ne recadre pas. Là également, tu as fait au sujet. Dans tous les cas, tu n'es pas au niveau de la barre moyenne. Vous êtes dans le prof pourrait apprécier, dit qu'en fait, le degré de hors-sujet est à réduire. Tu peux être entre 7
Alors, 6 et peut-être 5. Le prof le plus généreux vous donnera 8 parce que vous n'avez pas traité le sujet. Vous n'êtes encore pas en ordre. L'autre aspect, c'est quoi? Vous restez sur la poésie, mais vous n'avez amené quand le poème, le sujet parle de la fonction militante, la fonction esthétique et la fonction didactique. Vous parlez de la fonction lyrique, la fonction divine, fonction lyrique, parce que c'est ça que vous avez préparé, et même fonction évasive, si vous voulez, de la poésie. Là également, ce n'est pas très éloigné de celui à qui on parle de poésie, il parle de roman. Ce n'est pas très éloigné. Et maintenant, on revient pour dire quoi? Pour dire que celui-là également, il a fait hors sujet. En plus des points de présentation, il bénéficiera entre 4, 3. Le prof le plus général te donnera 5. Parce que tu as un peu parlé de la poésie. Peut-être que dans l'introduction et la conclusion, tu as abordé, tu as amené, tu as fait des efforts, mais tu ne peux pas dépasser 5. Parce que tu n'es pas dans le sujet. Tu es hors débat. Pour dire quoi? L'essentiel, c'est quoi? C'est de ne pas quand même, c'est d'éviter de faire hors sujet. D'éviter de faire hors sujet parce que ça ne cadre pas avec. Maintenant, comment éviter de faire hors sujet? C'est que pourquoi certains professeurs exigent la mise en évidence de ce qu'on appelle la problématique. Parce que tant que l'élève n'a pas encore posé la problématique, il ne sait pas sur quoi porte le débat. La problématique, elle est fondamentale. Donc, si tu ne poses pas la problématique, en posant la problématique, tu vas te rendre compte que donc la thèse porte sur ça. La thèse du débat porte sur ça. Et de ce point de vue, alors, alors, Ganadia, vous dites que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous pouvez prendre la parole, sinon vous écrivez, on va vous expliquer. Alors, nous sommes ici dans une logique, oui, allez, Ghana, allez-y. Allô, Ganadia? C'est bon, votre micro est ouvert. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Il faudra. Oui, le micro n'est pas. Alors, pour revenir quoi? Donc, pour dire que il ne faut pas jouer ce jeu-là et rester un peu pour ne pas être impertinent et faut faire un sujet, il faut l'éviter. Maintenant, au-delà des idées pertinentes, ces idées également doivent être cohérentes. Cohérentes. C'est quoi la cohérence? La cohérence, c'est dans l'organisation. Dans l'organisation des idées. Tu peux. La cohérence, c'est parce que la thèse, la thèse, c'est la fonction. Alors, lyrique, tu parles de la fonction lyrique. L'antithèse, c'est la fonction militante, tu parles de la fonction militante. La synthèse, c'est la fonction, alors, satirique. Peut-être certains ne savent pas la fonction satirique, mais c'est une fonction qui existe. Alors, la fonction satirique, et au lieu de suivre la logique, dans la tête, tu nous parles de la fonction, tu intervertis les choses. Au lieu de parler de la fonction, oui, de voir, tu vas faire ça, c'est ça. Au lieu d'être 2, c'est 1. Là, c'est 2. Et là, tu commences par le recommence. Tu as tout mélangé. Ça également, ça, tu n'es pas cohérent. Il y a un manque de cohérence dans l'organisation de vos idées. Alors, Mam Gourso, vous avez des problèmes pour poser la problématique. Mam Gour, je vous donne une formule très simple pour poser la problématique. Mam Gour, si dans un débat, dans une dissertation, par exemple, Mam Gour, si dans une dissertation, tu connais le thème. Le thème, le thème, c'est le thème, c'est sur quoi porte le sujet. Le sujet porte sur le roman, le sujet porte sur la poésie, le sujet porte sur le théâtre. Alors, maintenant, et tu connais le prédicat. Le prédicat, c'est ce qu'on dit du thème. Le prédicat, c'est ce qu'on dit du thème. Comment faire pour dégager le thème? Dans un sujet, pour dégager le thème, tu poses la question pour le thème.
tu poses la question de quoi ou de qui s'agit-il? De quoi ou de qui s'agit-il? Et là, c'est pour dégager le thème. Dans un sujet, n'importe quel sujet, on va expérimenter ça tout à l'heure. Dans un sujet, tu peux dire de quoi ou de qui s'agit-il. Et quand tu dis de quoi ou de qui s'agit-il, la réponse c'est quoi? C'est quoi? Soit il s'agit du poète, ou il s'agit de la poésie. S'il s'agit du roman ou du romancier, il s'agit du théâtre ou du dramaturge. Donc, de quoi s'agit-il? Du littéraire, de l'écrivain, de l'artiste. De quoi, de qui s'agit-il, effectivement, ou de quoi s'agit-il? C'est comme ça qu'on fait pour dégager le thème. Maintenant, au-delà du thème, il y a ce qu'on appelle le prédicat. Le prédicat, c'est quoi? C'est ce qu'on dit du thème. Le prédicat, c'est ce qu'on dit du thème. Pour trouver le prédicat, on pose la question, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en dit? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit du thème? Qu'est-ce, par exemple, tu vas dire, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'on en dit. Et regardez bien, le en remplace le thème. Qu'est-ce qu'on dit du thème? Et là, ça permet de dégager ce qu'on appelle, il s'agit de quelle fonction de la poésie? Alors, je te donne un exemple simple. Je te donne un exemple de sujet. Un exemple de sujet. Alors, Victor Hugo dit, la poésie n'est pas un ornement, mais un instrument. La poésie n'est pas un ornement, mais un instrument. Ornement, mais un instrument. La poésie n'est pas un ornement, mais un instrument. La poésie n'est pas un ornement, mais un instrument. Alors, cela veut dire donc, quelque part, ici, on pose les questions pour dégager le thème. De quoi s'agit-il? Il s'agit naturellement de la poésie. Qu'est-ce qu'on dit de la poésie? Qu'est-ce qu'on en dit? On dit que on a écarté le fait qu'il est un ornement, n'est pas un ornement. Donc, la poésie est quoi donc? Un instrument. Ici, c'est ça le prédicat. La poésie est un instrument. La poésie est un instrument. Alors, parce que l'auteur a dit que on aurait pu, pour résumer le sujet, il aurait pu dire effectivement la poésie est un instrument. Point. Mais est un ornement, c'est pour élaguer une. Donc, la thèse ici, c'est la poésie est un instrument. Tu as le thème. Maintenant, tu n'as pas de problème pour dégager le thème. C'est la poésie. Tu as le thème. Le thème, c'est la poésie. Tu as le prédicat. Le prédicat, c'est ce qu'on dit du thème. Le prédicat, c'est quoi? Est un instrument. Alors, maintenant, Mamgour, vous voulez dégager maintenant, vous connaissez le thème, vous connaissez le prédicat, vous voulez dégager la problématique? C'est simple. Prenez la formule. Je te donne une formule, deux ou trois formules. Tu peux prendre la formule en quoi plus thème plus prédicat égale problématique. Ou bien tu dis comment plus thème plus prédicat égale problématique. C'est aussi simple que ça. Mathématiquement, parce qu'on ne peut pas revenir sur des théories. On vous donne maintenant des astuces très simples. Tu poses la question sur le thème et le prédicat, vous avez la problématique. Et pour poser la question, les formules qu'on a, c'est quoi? En quoi? Comment? Dans quelle manière? Dans quelle manière? Bien, de quelle manière? Dans quelle manière?
plus thème plus prédicat. Prédicat égale problématique. Alors, sous forme maintenant de questions. C'est vrai que sous forme de questions, d'interrogation, il y aura ça. Maintenant, qui va nous poser la problématique ici? Pour si quelqu'un qui a compris. Alors, poser la problématique. Vous avez le thème, vous avez le prédicat. Vous posez la problématique. Alors, la problématique ici, c'est, oui, Patrick Québec. En Ouais. quoi la poésie est une... En quoi la poésie est un instrument? Ouais. Ou bien, tu peux le formuler beaucoup plus, de façon beaucoup plus sous forme d'interrogation. En quoi la poésie, en quoi la poésie, tu peux dire, est-elle? C'est-à-dire que pour quand même marquer un peu sur la qui, quoi, est-elle? Moussa Allo, en quoi la poésie? Moussa Allo, ou Tamsir? Ouais. Hmm? En quoi la poésie? En quoi la poésie est-elle un instrument? Ou bien en quoi la poésie pourrait-elle être considérée comme étant un instrument? Voyez-vous? Donc, est-elle, Ou bien, parce que quand on pose une interrogation, oui, allez-y, c'est la ou Tamsir, c'est bien, vous. est-ce que la poésie est-elle un instrument? Oui, oui, le terme est-ce que la poésie est, Oui, désolé, je voulais dire est, ça. est- Moussa, oui, Moussa, allô? OK. Donc, c'est un bon, Oui, on pose d'accord. mais, hein, si on pose, poser la question avec dans quelle mesure ou bien dans quel sens, dans quelle mesure on peut dire, ou dans plus thème, plus prédicat égale problématique. Dans quelle mesure, Quelle dans quelle mesure? manière, en quoi. Donc, tout ces, peut-on dire, peut-on, peut-on dire que la poésie est un. Voilà, dans quelle, ouais, Mamgour, c'est ça. Dans quelle manière peut-on dire que la poésie est un instrument? Alors, en quoi la poésie pourrait-elle être considérée comme étant un instrument? En quoi la poésie serait-elle un instrument? Voilà. Hamidou Sow, c'est très bien. Dès lors, la poésie est réellement un instrument. Est-elle réellement un instrument? Oui. Ça également, c'est une bonne problématique. Oui, c'est très bien. C'est très bien cette façon de poser la problématique. Donc, dès lors, on peut se poser la question de savoir. Il y a des gens, par exemple, que dès lors, la question qu'on pourrait se poser est de savoir la poésie est réellement un instrument. Dans quelle mesure la poésie est-elle considérée comme étant un instrument? Dans quelle manière on peut considérer la poésie comme un instrument? En quoi la poésie est-elle un instrument? Et là, quand tu poses des questions comme ça, tu as déjà la problématique et c'est nettement clair. Donc, retenez bien la formule. En quoi plus thème, plus prédicat. Prédicat, Ghana, c'est ce qu'on dit du thème. Pour trouver le prédicat, je l'ai expliqué tout à l'heure, tu poses la question, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on dit du thème? Puisque pour trouver le thème, on dit de quoi ou de qui s'agit-il? Pour trouver le prédicat, on pose la question, qu'est-ce qu'on dit du thème? Et là, tu as le prédicat. Le prédicat, c'est ce que le thème dit. Et ça permet de dégager la thèse du thème. La thèse du thème, le point de vue de l'auteur. Ici, maintenant, ce serait mal de dire que en quoi la poésie n'est pas un ornement, mais un instrument. Oui, cette reformulation. Parce que avec les sujets où l'auteur a déjà une thèse, non, allez directement dans la thèse qu'il approuve, plutôt que de nous dire, oui, la question qu'on peut se poser est de savoir la poésie, est-ce que la poésie, pourquoi la poésie n'est pas un ornement mais un instrument? Ouais, quand tu le dis, c'est vrai que tu auras parlé, mais grammaticalement, sémantiquement, il y a problème. Il y a problème. Neexul quoi, neexul ci wax bi moo neexul. Mais va directement, surtout revenez, et j'insiste sur les sujets comme ça. Les sujets où tu dis, la poésie n'est pas un ornement, n'est pas également du décor, n'est pas également de l'éducation. La poésie, c'est une véritable arme de combat. Mais ce qu'il a écarté, mais écarte.
aller directement vers son point de vue. Et là, tu as déjà calculé. Donc, voilà comment, simplement, parce qu'on va au bac, on a pris le temps de revenir sur les trucs. Voilà, mathématiquement parlant, Mam Gour Sow, tu prends le thème, le prédicat, tu poses la question comment, en quoi, dans quelle mesure, dans quelle manière, plus le thème, plus le prédicat, sous forme de question, vous avez la problématique. Clair, non? Non, problématique, ce n'est pas égal. C'est à partir de la problématique, Ghana. C'est à partir de la problématique. À partir donc du moins du prédicat qu'on peut poser la problématique. Le prédicat, c'est ce qu'on dit du thème. Tu peux me dire que le prédicat, c'est la thèse, oui. Le prédicat, c'est ce qu'on dit, on dit du thème. C'est le point de vue de l'auteur sur le thème. Parce que si on avait donné, par exemple, l'exemple qui va nous faire la problématique avec cet exemple, par exemple, l'exemple où l'auteur dit, Théophile Gautier dit, Théophile Gautier dit à propos de la poésie, dis le beau et tais-toi. Dis le beau et tais-toi. En parlant de la poésie, il dit dis le beau et tais-toi. Ça, c'est Théophile Gautier qui le dit. Dis le beau et tais-toi. Et là, cela suppose quoi? Cela suppose qu'on peut déjà, on peut déjà dégager le thème et le prédicat. Qui va nous dégager, c'est quoi le thème ici, c'est quoi le prédicat et quelle est la problématique pour avancer. Oui. Mamadou Sow, vous venez d'arriver. Bon, on a avancé. Prenez le deuxième sujet. Dis le bois et tais-toi. C'est ce que dit Théophile Gautier. Khadijatou Diop. Tu vas nous dire quel est le thème, quel est le prédicat et vous nous proposez une reformulation. Le thème, c'est la poésie. Le thème, là, c'est la poésie. Comment tu as fait pour savoir que le thème, c'est la poésie? Alors là, on n'a pas dit. Hein, on ne l'a pas amené. Mais sur quoi tu t'es basé pour dire que le thème, c'est la poésie? Mamgour, oui, le thème, c'est la poésie. Ah, merci beaucoup. Merci Elhadj Ndongo Sène qui a fait un témoignage assez élogieux. J'ai fait un seul cours avec vous et j'ai eu 15 en dissertation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elhadj Ndongo. Ça, c'est un témoignage qui nous voilà vraiment droit au cœur. Merci beaucoup. Alors, la poésie, qu'est-ce que tu as fait pour comprendre que c'est la poésie? Khadijatou. Alors, c'est d'abord l'auteur, Théophile Gautier. Tu sais que Théophile Gautier est un parnassien. Le parnasse, c'est exclusivement exprimé dans la poésie. Donc, si c'est Théophile Gautier qui parle, on sait qu'on est dans le domaine de la poésie. Alors, c'est la poésie qui est le thème. Mais c'est quoi le prédicat? Qu'est-ce qu'on dit dans la poésie? Pour faire simple. Oui? Oui? Le prédicat, Sidi Makhtar Ndiaye. Le prédicat, c'est l'esthétique. C'est l'esthétique. Le prédicat, c'est l'esthétique. Donc, c'est l'esthétique. Bon, disons que c'est l'esthétique, pour faire court. Pourquoi c'est l'esthétique? Parce que ça parle du beau. La parle du beau. La parle du beau. Donc, il a dit, dis le beau et tais-toi. Donc, lui, il pense que donc, en poésie, il n'y a pas autre chose que le beau, l'expression du beau. Alors, maintenant, propose-nous une problématique. Si tu comprends mathématiquement la formule problématique, propose-nous la problématique qui va y aller. Sidi Mokhtar, Ndiaye. Sidi Mokhtar. On peut dire, Mathématiquement parlant, Sidi c'est comment on associe pour trouver la problématique? Mathématiquement parlant. c'est le thème, Le plus le thème prédicat. plus le prédicat. Problématique égale thème plus prédicat sous forme de question. D'accord. Allez-y.
On peut dire la poésie Mhm. se limite-t-elle? Mais tu n'as pas trouvé l'une des formules. Il y a une formule qui a précédé le thème. On avait dit que c'est en quoi Mhm. plus thème Oui. plus prédicat. N'est-ce pas? Alors, sous Mhm. forme de question. Alors, en quoi plus thème plus prédicat sous forme de question. Et allez-y. Maintenant, tu y auras quoi? On peut dire en quoi la poésie est beau. En quoi la poésie est belle ou bien en Est quoi belle. la poésie se résumerait-elle à l'expression du beau? Mhm. Dans quelle mesure la poésie peut-elle être considérée comme étant une simple expression du beau? Mhm. Dans quelle situation on peut admettre que la poésie est l'expression du beau? Dans quelle mesure nous pouvons affirmer que la poésie se limiterait à l'expression du beau langage? Donc, voilà la formulation. Donc, mais quand tu dis en quoi la poésie est esthétique, bon, on peut admettre, mais tu peux répondre en quoi l'expression poétique pourrait-elle être considérée comme étant une quête de la perfection formelle? Par exemple, une façon de parler comme ça. Donc, essayez, quelqu'un a posé la question, moi j'ai des problèmes pour faire la reformulation. Oui, je vais vous donner une technique, mais si vous faites la reformulation, poésie, prédicat sur la beauté formelle. Poésie, dans quelle manière pouvons-nous dire que la poésie est l'expression du beau? C'est très bien, Fatou Kébé. C'est très bien. Sidi Mokhtar? Sidi Mokhtar, oui. Alors, donc, voyez, c'est comme ça il faut dégager la problématique. Certains m'ont dit qu'ils ont des problèmes pour la reformulation. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut avancer. Je pense que vous avez compris. Pour la problématique égale, je vais l'écrire en gros caractère. Problématique égale thème plus prédicat, n'est-ce pas, sous forme de question. Alors, plus point d'interrogation. On va mettre maintenant plus point d'interrogation. Et là, tu as déjà le thème. Maintenant, il faudra jouer sur la reformulation des termes. Au lieu de dire la poésie, tu peux dire l'expression poétique. Ou bien, en quoi le rôle du poète, en quoi l'une des fonctions principales du poète pourrait être résumée à l'expression du beau. Dans quelle mesure, n'est-ce pas, l'orfèvre du mot, communément appelé le poète, ou bien l'artisan du mot désigné sous forme de poète, pourrait avoir comme principale mission de refléter le beau, bien de mettre en évidence le beau à travers ses écrits. Autant de reformulations. Et c'est donc des littéraires. En quoi l'expression poétique, en quoi la poésie, en quoi la mission du poète, en quoi le rôle du poète, en quoi l'une des principales fonctions du poète pourrait-elle être résumée à l'expression du beau? Alors, si on va terminer rapidement avec un exemple là pour fermer le débat. Alors, je vous donne un autre thème. L'auteur a dit un sujet. L'auteur a dit euh, faire de la poésie, c'est se dire. Faire de la poésie, c'est se dire. Qui va sortir le thème? Ici, le prédicat et la problématique. Faire de la poésie, c'est se dire. Oui, Tamsir Kébé, quel est le thème, quel est le prédicat et quelle est la C'est la du moins, poésie. oui, allez-y. Le thème, c'est la poésie. Le thème, c'est la poésie, c'est clair. Euh, Thème égale poésie, oui. Prédicat, Le, c'est le la prédicat. fonction, c'est la fonction didactique. Le prédicat, c'est la fonction, c'est se dire. Et Le faire de la poésie, c'est se dire.
Faire de la poésie, c'est se dire. C'est ça, là. C'est quelle fonction? Ouais. Elle a dit, c'est se dire, se dire. Je me dis, tu te dis, il se dit. Alors, Tamsir, ou bien Siri Makhtar, attention à fatiguer. Le thème prédicat, c'est pas engagement. C'est dire, je me dis, tu te dis, il se dit, voilà, Hadi Diop a trouvé. Je vais voir si, comme si, Insa Sadio, mon ami Insa, Les vient de loin. prédicats, c'est de Ah ouais? lyrisme. C'est le C'est le lyrisme, lyrisme. voilà. C'est le lyrisme. Alors, je me dis, tu te dis, il se dit donc, quelque part, c'est se dire. Le prédicat, c'est. Alors, le lyrisme, c'est l'expression hein, Sentiment des personnel. sentiments. Des sentiments personnels, c'est très bien. Des sentiments personnels. Merci, Insa. Alors, oui, Maudou Fall. Alors, qui va nous dégager un peu la problématique ici? En quoi? En quoi La poésie la poésie est-elle est-elle l'expression des sentiments personnels? l'expression des sentiments personnels? C'est aussi simple que ça. En quoi la poésie est-elle l'expression des sentiments personnels? Ou bien, quelqu'un pourrait les sentiments personnels. Et là, tu le poses sous forme, tu poses la question, tu la poses sous forme de question et vous avez déjà une autre qui. Tu peux également tenter. Maudou Fall avait dit la poésie. Pour la fonction esthétique, oui, c'était en quoi la poésie se limite-t-elle à l'esthétique? Oui, c'est bien. Mais qui peut tenter également sur la même en quoi la poésie est-elle l'expression des sentiments personnels? Ou bien, prenons une autre formule, dans quelle mesure, dans quelles circonstances, de quelle manière. Et là, tu peux toujours effectivement prendre cet aspect-là qui, qui résumerait ce qu'on appelle l'expression du beau. Oui. Alors, on n'a pas de besoin. Donc, on va passer maintenant à l'autre étape. Rapidement, avant de traiter notre sujet aujourd'hui, je vais passer à l'autre étape qui se trouve être donc comment reformuler un sujet de dissertation. C'est vrai qu'il y a des élèves qui ont des problèmes, des difficultés à ce niveau, alors qu'on dit comment reformuler un sujet de dissertation. Alors, si on pose la question, comment reformuler un sujet de dissertation? Alors, certains peuvent nous parler donc de leur expérience pour reformuler un sujet. Maintenant, un sujet de dissertation, moi, je pense qu'il faudra passer par ce qu'on appelle l'étape des préalables. Pour reformuler le sujet, l'étape des préalables est très, 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 très importante. C'est quoi les préalables? Les préalables, c'est, comme je dis, pour dégager le thème, le prédicat. Je peux dire de quoi s'agit-il? Première question, qu'est-ce qu'on en dit et qu'est-ce qu'on me demande de faire? On avait expliqué ça. Donc, première question, les préalables, c'est quoi? Devant un sujet, il y a ce qu'on appelle la lecture plurielle. Tu lis plusieurs fois le sujet. Lecture plurielle. Après la lecture plurielle, il y a ce qu'on appelle, on souligne les mots-clés. C'est ça où souligner les mots-clés. C'est à ce niveau-là où vraiment il est important de résumer, donc de passer à cette étape-là. Donc, de passer à la reformulation. Souligner les mots-clés, mais surtout dans la définition des mots-clés. J'allais dire définition ou redéfinition des mots-clés. Quand tu définis ou redéfinis les mots-clés, alors tu as déjà une. Maintenant, à ce niveau-là, tu vas répondre aux trois questions qu'on appelle l'étape de. Là, c'est le travail de brouillon, aux trois questions. Alors, les trois questions, nous l'avons déjà abordé tout à l'heure.
La première question, c'est de quoi ou de qui s'agit-il? Pour dégager le thème. De quoi ou de qui s'agit-il? Et là, ça permet de dégager le thème. De qui s'agit-il? Ça, c'est le thème. Alors, petit b, c'est qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on dit du thème? Qu'est-ce qu'on en dit? Et là, c'est le prédicat. Et il y a une troisième question, ce qu'on appelle que me demande-t-on de faire? Et là, c'est pour dégager quoi? Qui va répondre à cette question? Que me demande-t-on de faire? Et quand tu poses la question que me demande-t-on de faire, c'est pour dégager un peu ce qu'on appelle. Ça dit déjà tout? C'est pour dégager, voilà, la consigne. C'est vrai, pour dégager la consigne. Le thème, le prédicat et la consigne. Maintenant, celui qui avait des problèmes pour reformuler, voilà, c'est à deux niveaux, principalement. Le premier niveau, c'est le fait de souligner les mots-clés. Il faut vraiment marquer cette étape-là, souligner les mots-clés. Pour reformuler un sujet, on prend les mots-clés. Les mots-clés ne sont pas les mots difficiles, sont les mots les plus importants. Les mots-clés ne sont pas les mots difficiles, sont les mots les plus importants. Pour pouvoir souligner les mots-clés, qu'est-ce qu'on fait? On définit les mots-clés. On définit les mots-clés ou on redéfinit les mots-clés. Et en les redéfinissant, tu as déjà une idée contextuelle parce qu'un mot n'a de sens que dans son contexte. En le faisant, tu as déjà un peu une idée du sujet. Et je ne vous le cache pas, quand tu ne repères pas les mots-clés, ta reformulation sera toujours maladroite. Parce qu'il y a des mots qui ne sont là que pour amuser la galerie. C'est-à-dire que des mots qui ne sont là que de façon accessoire. Par conséquent, si vous les soulignez et vous les intégrez dans votre formulation, ça pose problème. Donc, dans un sujet, quelqu'un, un candidat qui ne sait pas identifier les mots clés, clés veut dire les mots qui permettent d'ouvrir la porte de la compréhension du sujet. Il n'y a que ces mots-là qui sont. On peut maintenant, on peut greffer, on peut ajouter des mots qui ne sont là que pour amuser la galerie. N'oublie pas qu'on est dans le domaine de l'art, dans le domaine de la poésie, du roman, du théâtre. On est dans le domaine de l'art, la littérature du manière générale. Là, maintenant, le fait d'y ajouter des ingrédients, des astuces comme ça fait partie du jeu. Mais parfois, certains termes, certains mots ne sont là que pour amuser la galerie. Je donne un exemple. Le sujet. C'est un exemple de sujet. Il y a un sujet où on nous dit, par exemple, sujet dit quoi? Dans ce monde, où le fait de s'épanouir pleinement, dans la vie, devient de plus en plus difficile. Virgule. Alors, la poésie demeure l'outil véritablement le plus intéressant
pour procurer un plaisir du cœur et de l'esprit, un plaisir du cœur et de l'esprit à un homme submergé, submergé par les contingences de la vie moderne, par les contingences de la vie moderne. Alors, voilà le sujet. Alors, donc, on vous dit également, qu'en pensez-vous? On peut poser la question, donc, de dire qu'en fait, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous pour un peu, parce que ce sont les formules qu'on utilise souvent pour les consignes. Qu'en pensez-vous? Alors, regardez bien le sujet. On a beaucoup parlé, hein. Dans ce monde où le fait de s'épanouir pleinement dans la vie devient de plus en plus difficile, la poésie demeure l'outil véritablement le plus intéressant pour procurer un plaisir du cœur et de l'esprit, hein, de l'esprit à un homme submergé par les contingences de la vie moderne. Voyez-vous, on a beaucoup trop parlé et effectivement, on pourrait restreindre cela. Et si on devait souligner des mots-clés, les mots-clés de ce sujet-là, parce que, et en soulignant les mots-clés, on élate également les mots qui ne sont pas importants. Quels sont les mots-clés ici? Rapidement. Qui va intervenir rapidement? Oui, allez-y. Et c'est tout? Allez-y, bien. C'est Aïssatou Aïda Ndiaye, non? Oh, non, elle est partie. Marie-Pierre. Marie-Pierre, allez-y. Marie-Pierre. Hmm, ok. Maintenant, Ça va? allez-y, oui, Marie, ça va? Le thème, c'est la Allez-y. poésie. Alors, donc, la poésie est un mot-clé. Ça, nous le savons. Nous sommes dans le thème, la poésie. Et quel autre mot? Hein? Vous avez donné uniquement un mot? Oui, Fatou Kele, vous avez dit s'épanouir. Hmm, hmm, voilà. Hmm. Demeure l'outil. La poésie demeure l'outil. D'accord, si vous voulez. Je suis d'accord. Oui, l'outil demeure l'outil. Mhm, mhm. Allez-y. Plaisir du cœur. Un plaisir du cœur et de l'esprit, donc. Procurer un plaisir du cœur et de l'esprit. Bon, disons qu'un plaisir. Comme ça va mieux. Alors, plus intéressant. Le moyen le plus intéressant pour procurer. Ouais. Je suis déjà poésie demeure l'outil. Alors, peut-être procurer. Procurer demeure l'outil, procurer un plaisir. Oui. Submerger. Un homme submergé par les contingences de la vie moderne. Submerger est un mot qui est un peu moins essentiel. Bon, du moins, un homme, un homme. D'accord. Un homme. Bon, l'esprit, etc. Alors, moi je suis ça. J'ai là tout le reste. Je vais élaguer tout le reste et vous allez voir.
Je peux me permettre donc d'effacer tout le reste. Et vous allez voir, dans ce monde où l'âme s'épanouir devient de plus en plus la poésie, véritablement, le mot est le plus important. Hein? Bon, c'est vrai. Et puis l'esprit, non, non, j'ai pas un homme, oui, je mets un homme à un homme, ok. Euh, oui, un homme à un homme, oui, ok, un homme. Submergé par tout ça, je pourrais élaguer ça. Tout ça, je pourrais élaguer ça dans la vie moderne. Alors, regardez bien, si je reprends le sujet, la poésie demeure l'outil pour procurer un plaisir à un homme. Point. Le reste, c'est juste pour amuser. Quand je souligne, oui, mais le fait de dire il procure un plaisir à un homme, est-ce que je vais dire le plaisir de l'esprit, le plaisir du corps, le plaisir... Non, 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 non. La poésie demeure l'outil le plus important, ou bien le plus intéressant, ou bien le plus efficace. On peut penser même quelqu'un qui peut dire le plus efficace, peut-être, le plus intéressant. Il y a quelqu'un qui a ouvert son cœur. Alors, je peux dire maintenant, si je souligne le plus intéressant, peut-être, mais l'importance ici, c'est quoi? L'élément le plus important, c'est dire que la poésie, parce que ce qui nous permet de connaître c'est quelle fonction il s'agit, c'est uniquement ces éléments-là. Tout le reste, on peut les élaguer. Tout le reste, on peut l'enlever. La poésie, dans le monde où le fait de s'épanouir, etc., tout cela, on pouvait effacer, 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 et rester uniquement la poésie demeure l'outil le plus intéressant, oui, peut-être on peut dire pour procurer à un homme un plaisir. Et là, je peux effacer tout ceci. C'est ça le plus important. Un plaisir à un homme. C'est tout. Le reste, ce n'est là que pour amuser la galerie. Parce que, en fait, vie moderne et tout ça, oui, Ousmane Thiaré, mais c'est des détails. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Ce sont les éléments qui me permettent d'identifier le thème. Le thème et ici le prédicat. Le thème et le prédicat. La poésie demeure le moyen le plus intéressant pour procurer un plaisir, pour procurer du plaisir. On peut le dire comme ça. Même à un homme, etc. On sait que ce n'est pas pour procurer un plaisir aux animaux. Donc, on peut sous-entendre tout le respect est sous-entendu. Tout ce qu'on a amené ne sont là. Et maintenant, si je dois reformuler, c'est pourquoi maintenant certains élèves ont des problèmes pour reformuler. Je reformule uniquement les mots-clés. Ça, si vous les avez, mais vous les définissez. La poésie, c'est quoi? L'outil, ça peut être un outil. Le plus important pour procurer un homme, c'est tout. Dans un sujet, quand tu auras identifié le thème et le prédicat, c'est l'essentiel. Le reste n'est là que pour élargir le débat ou amuser la galerie, comme on a l'habitude de dire. Mais si on parle de la fonction lyrique ou bien, non, attention, bon, c'est quoi, quelle fonction? Là également, je vais poser la question. Est-ce que c'est la fonction lyrique ici? Procurer un plaisir à un homme. Alors, oui, le mot de fin? Ça semble être l'évasion. Hein? Évasion, ouais. C'est la fonction? Évasion. Évasive. Évasive. Est-ce que c'est la fonction évasive? Procurer du plaisir, donner du plaisir. Le plaisir est par exemple, dans les yeux, dans l'entendement. Soit da nga koy xool gis lii rafet na wala nga ne lii neex na non son bi non plaisir. Oui, Modou Fall, Dame Diop, Mohamed, non? Poésie esthétique. La poésie esthétique. C'est ici de la poésie esthétique, c'est clair. C'est la fonction esthétique. Parce que la contemplation, quand on parle de plaisir, c'est ce qu'on entend, par exemple, dans la poésie, les rimes, les sonorités, etc.
la musique, la poésie comme étant une musique, comme disait l'autre. La poésie est un chant, sinon une musique. Tout ceci permet effectivement d'identifier que la poésie est là pour quand même donner du plaisir. Si la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille et intéressante pour l'esprit, effectivement, donc la poésie également aurait ce rôle-là. La poésie comme l'expression du beau. Et le beau, on le contemple. Le beau, on le sent. Le beau nous donne un plaisir. De la musique avant toute chose, disent les symbolistes. Euh, la poésie est un chant, sinon une musique, disait Léopold Sédar Senghor. Donc, quelque part, la musique est là de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille et intéressante pour l'esprit. Voyez-vous? Donc, la poésie jouerait selon les rimes, les sonorités, c'est quoi? Si ce n'est pour nous, écouter de la poésie, c'est quand même effectivement découvrir le plaisir d'entendre des sons, des sonorités, des mots qui vont effectivement. Maintenant, si vous avez tous ces éléments-là, en élaguant les restes, maintenant, si pour reformuler, c'est facile. Qui va nous reformuler ça? Oui, Elhadji Ndongo Sène, c'est bien, comme le disait Paul Verlaine, écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Oui, c'est une fonction, c'est quelque chose qu'on peut effectivement employer dans ce jargon-là. Nous allons maintenant passer à notre exercice. Et là, quand vous avez identifié les mots-clés, pour reformuler cela, il n'y a pas de problème. Tu diras tout simplement, la poésie est un moyen efficace. La poésie est une fonction, a comme principale fonction de, alors, permettre à l'homme de se sentir bien, de s'épanouir, etc. Procurer un plaisir. On peut toujours reformuler les termes procurer un plaisir. La poésie demeure l'outil, la poésie est un moyen. Le plus intéressant est un moyen efficace. La poésie est un moyen efficace pour reformuler. On dit actuellement la poésie. C'est autrement dit, parce que pour introduire un peu la reformulation, on peut avoir les expressions comme en d'autres termes, c'est plus adapté ou bien il ressort de ses propos que en d'autres termes. Alors, 2 points. Et en 2 points, vous continuez. En d'autres termes, vous devez continuer. La poésie, n'est-ce pas, est un moyen efficace pour procurer, rendre l'homme heureux, pour procurer du plaisir, pour donner du plaisir, etc. Pour rendre, alors, pour donner du plaisir à un homme, pour rendre un homme heureux, pour rendre l'homme heureux, pour rendre l'homme heureux. Alors, puisqu'on avait parlé de l'homme, un homme qui est submergé par pour rendre l'homme heureux, pour procurer à un homme du plaisir, pour, alors, permettre à un homme de s'épanouir. On peut même trouver des termes qui ont été employés, mais qui n'ont pas été vraiment vus pour nous permettre un peu de comprendre la fonction. Alors, vous dire que c'est ça, la poésie est un moyen efficace pour rendre l'homme heureux. La poésie est un outil qui pourrait procurer un certain plaisir à un homme. La poésie, à travers ses caractéristiques, pourrait permettre à un homme de retrouver le, euh, parce qu'il avait du plaisir du corps et de l'esprit, de retrouver la quiétude, par exemple. Toutes les reformulations sont bonnes. Et quand les élèves qui ont des difficultés, naturellement, pour effectivement, comme on l'a dit, euh, comprendre les sujets, alors, pour refaire des reformulations, sont des élèves qui ont des problèmes pour comprendre les sujets. Et pour comprendre les sujets et les reformuler efficacement, il faudra savoir identifier les mots-clés. Vous identifiez les mots-clés, vous les redéfinissez, vous les définissez par rapport à le contexte,
vous faites une reformulation des mots, mais vous avez facilement la possibilité de reformuler sans problème. Mais il y a beaucoup d'élèves, ils veulent voir des termes qui ne sont pas tellement clés et s'appuyer sur ces choses-là, ça va rendre un peu votre, votre, votre reformulation assez maladroite parce que tu auras vous trouvé des termes qui ne sont là. Mais allez à l'essentiel. Dans un sujet, il faut le dire et le répéter. Tu as identifié le thème. Tu as dit qu'est-ce qu'on dit du thème, le prédicat. Mais le reste, c'est pour connaître c'est quoi la thèse, c'est quoi la fonction principale du sujet ou les fonctions principales, parce que le sujet peut poser deux ou plusieurs, une ou deux fonctions dans la thèse. Et là, tu l'auras identifié, aller à l'essentiel et vraiment reformuler ces termes-là et ne pas se laisser distraire par d'autres termes qui ne sont là que pour amuser la galerie. Alors, passe maintenant il n'y a pas d'autres questions, à l'exercice. Alors, il faut dire que aujourd'hui, ce sont les scientifiques un peu qui sont, comme je l'ai annoncé tout au début, on va permettre aux scientifiques naturellement de voir. Il y a des thèmes qui sont donnés les thèmes qui sont donnés à l'examen pour les élèves de CRS sont souvent relatifs à la science et de son rapport parfois avec l'art d'une manière générale ou la littérature. On met en évidence souvent le poète par rapport au scientifique, le romancier par rapport au scientifique, le dramaturge par rapport au scientifique, ou l'article d'une manière générale par rapport au scientifique. Et voyez donc, quelque part, comme vous le voyez en philosophie avec l'épistémologie, le rapport entre la science et la philosophie, ici, on aurait parlé de rapport entre la littérature et la science. C'est pourquoi souvent, les thèmes qui sont donnés, c'est en dissertation pour les élèves de CDS, mettrait soit en valeur ces deux aspects-là, la science et la littérature. La science et l'art du domaine général, puisque la littérature est le domaine de l'art, donc c'est à peu près la même chose. Tu vas nous permettre un peu de lire le texte pour pouvoir répondre véritablement aux questions qui sont posées à l'existence. Oui, Tamsir, allez-y. Le scientifique et l'homme de lettres s'intéressent également au même objet, la réalité qu'ils cherchent chacun à sa manière à rendre plus compréhensible pour l'homme, sauf qu'ils n'utilisent pas les mêmes méthodes pour analyser cette réalité, encore moins le même langage pour la décrire. Dans une approche comparée et en vous appuyant sur des exemples bien précis, expliquez d'abord les méthodes d'analyse du scientifique et de l'homme de lettres, ensuite les spécificités du langage propre à chacun pour décrire la réalité observée. Enfin, pourquoi, malgré les apparences, ces différences d'approche ne semblent pas opposer fondamentalement scientifique et l'homme de lettres. Merci, en tout cas, merci beaucoup, Tamsir. Vous avez très bien lu ce sujet-là, qui est composé de deux éléments. Il y a l'énoncé. L'énoncé, c'est comment ça commence où et ça s'arrête où. Il y a également une autre partie euh, qu'on appelle la consigne. L'énoncé, c'est souvent ce qui est là, ce qui est au début. Ça parle du sujet. C'est ça l'énoncé. Un sujet de dissertation est composé de deux étapes. Énoncé et consigne. Le reste, c'est maintenant ce qu'on appelle la consigne. La consigne, souvent, ce sont des directives, ce qu'on demande à l'élève de faire, ce qu'on lui demande de faire, comment il doit procéder pour résoudre la problématique du sujet. Donc, ces deux éléments-là du sujet sont à considérer. Dans un sujet de dissertation, il y a l'énoncé, il y a la consigne. L'énoncé, c'est ce qui est tout en haut, et la consigne, c'est ce qui permet un peu, les directives qui permettent de résoudre alors la problématique posée par le sujet. Alors, pour passer maintenant aux questions,
Analyser le sujet. Première consigne, on dit relis le sujet et souligne. Ce que j'avais rappelé tout à l'heure, la lecture plurielle, elle est toujours fondamentale. C'est la première étape à faire. Lire et relire le sujet. Lire plusieurs fois le sujet. D'ailleurs, on va permettre à un élève, notre élève rapidement de lire et pour avancer rapidement, pour poser, répondre aux différentes questions. Et nous allons voir si on peut identifier les différents éléments qu'on a évoqués tout à l'heure. Alors, oui, sinon je vais lire moi-même comme ça pour permettre un peu à tout le monde. Ou bien Insa, mon ami Insa, j'aimerais bien t'entendre. Allez-y, Insa, lisez le sujet. Le scientifique et l'homme de lettres s'intéressent également au même objet. La réalité qu'ils cherchent, chacun à sa manière à rendre plus compréhensible pour l'homme, sauf qu'ils n'utilisent pas les mêmes méthodes pour analyser cette réalité, encore moins le même langage pour la décrire. Dans une approche comparée et en vous appuyant sur des exemples bien précis, expliquez d'abord les méthodes d'analyse du scientifique et de l'homme de lettres. Ensuite, les spécificités du langage propre à chacun pour décrire la réalité observée. Enfin, pourquoi, malgré les apparences, ces différences d'approche ne semblent pas opposer fondamentalement le scientifique et l'homme de lettres. Ok. Alors, c'est bien. Maintenant, dans un sujet, il faut toujours, comme je l'ai dit, alors après lecture plurielle, on va identifier les mots-clés. En tout cas, dans la constitution, on dit relis le sujet et souligne en jaune. On va essayer de souligner en jaune donc les mots-clés. Et bon, exemple, par exemple, si on avait dit réalité, méthode et langage. Donc, c'est comme ça. En vert, on va souligner donc les parties spécifiques du plan. Qu'est-ce qu'il faut faire du plan? Mais en jaune d'abord, qui va nous permettre un peu de décliner les mots-clés. Alors, il faut le dire effectivement que les mots-clés concernent également la partie énoncée. La partie énoncée. Donc, et que au niveau de la consigne, c'est le plan qu'on cherche à déterminer. Alors, Tamsir, Le quels sont les scientifique, mots-clés? Mhm. le On va souligner scientifique, donc, voilà, on va souligner le scientifique, c'est un mot-clé. L'homme de lettres également, c'est un mot-clé. Ensuite, oui, qui d'autre? Oui, Hadijatou. La réalité. Hmm? Hadijatou? La Oui, réalité. La réalité. la réalité. La réalité, voilà, la notion de réalité. Le truc de la réalité, voilà. La réalité, c'est un mot-clé, effectivement. Qui d'autre, rapidement, pour avancer? à sa manière. À sa manière. Pourquoi? Chacun à sa manière. Manière. Bon, manière, oui, pourquoi pas, manière. Manière. Mais il y a un autre mot qui est beaucoup plus clair. Manière, ou bien, je préfère moi le mot méthode. Méthode. Mm. Méthode, voilà, merci beaucoup. Méthode. Le scientifique, l'homme de lettres. Alors, bon. Le mot intéressé ici peut-être pourrait être considéré, s'intéresse à la réalité. Maintenant, les méthodes pour analyser ces réalités, euh, ils ne parlent pas le même langage. Problème de langage. Le même langage. Voilà. Donc, voici les mots-clés. Le scientifique, l'homme de lettres, il s'intéresse toujours à la réalité. Tous les deux s'intéressent à la réalité. Mais avec des méthodes. Et dans les méthodes, il y a le langage qui est utilisé. Dans les méthodes, le langage utilisé. Quelqu'un qui aurait même parlé un peu les méthodes, souligner le scientifique et l'homme de lettres s'intéressent à la réalité, mais n'utilisent pas les mêmes méthodes. Le problème ici, quand tu dis n'utilise pas, bon, bah, il y a un mot-clé, mais ça va être sous-entendu. Le scientifique et l'homme de lettres s'intéressent à la réalité, mais n'utilisent pas les mêmes méthodes.
ou le même langage. Voici les mots-clés. Et pour reformuler, souvent, ce qu'il a, il n'y a pas de problème. On y va directement parce que tu n'auras pas à dire également même objet qui cherche chacun à sa manière à rendre plus compréhensible pour l'homme. Sauf que tu soulignes des choses qui n'ont. Mais ici, c'est le scientifique. Et souvent, quand je vous dis, quand vous aurez fini de repérer, d'identifier les mots-clés, si vous les associez eux-mêmes, vous aurez même le texte essentiel, l'essentiel du texte. Ici, on pourrait dire, le scientifique et l'homme de lettres s'intéressent à la réalité, n'utilisent méthode, même langage. Voyez-vous, ça, quand tu dis de façon télégraphique, quand tu le dis comme ça même, tu as l'essence, la quintessence du sujet. Et c'est ce qu'on appelle mots-clés. Les mots-clés ne sont pas les mots difficiles, mais sont les mots les plus importants du texte. Voilà. Allez, rapidement, deuxième question. On me demande de quoi, quelles sont les trois parties maintenant de la consigne. On va souligner ça en vert, qui va nous décriminer les trois parties. Allez-y. Oui, un ça. Les trois parties du Les, plan. les trois parties du plan, il y a analyser, expliquer d'abord les méthodes d'analyse du scientifique et de l'homme de lettres. C'est la On va première partie expliquer du les plan. méthodes scientifiques d'analyse du scientifique et de l'homme de lettres dans un premier temps. Oui. Ensuite, Ensuite, les spécificités du langage propre à les chacun pour spécificités, décrire la réalité observée. les spécificités du langage. Ensuite, et enfin, Enfin, pourquoi, malgré les apparences, ces différences d'approche ne semblent pas opposer fondamentalement le scientifique et l'homme de lettres? voilà. Les différentes approches ne sont pas, profondément alors, opposantes. Donc, ici, on a les trois parties. Voyez-vous que on n'a pas de problème pour les délimiter parce que tout simplement, on a l'essence de ce qu'il faut, ce qu'il faut, ce qu'il faut dire. Donc, dans un premier temps, on va parler des méthodes d'analyse du littéraire et du scientifique. Quelle méthode le littéraire utilise? Quelle méthode le scientifique utilise? Ils n'ont pas les mêmes méthodes. Expliquez d'abord les méthodes d'analyse du scientifique et de l'homme de lettres. Donc, ça veut dire que là, on peut le faire en deux paragraphes. Un paragraphe pour parler des méthodes de l'homme de lettres, un autre paragraphe pour parler donc de méthode scientifique. Après une introduction partielle, après maintenant, on va faire une conclusion partielle. Voilà. Deuxième partie. On a parlé des spécificités du langage. Maintenant, quelle est la particularité de chaque langage? Vous parlez de la particularité du poète, du littéraire, ensuite la particularité du scientifique, ou bien vice-versa, la particularité du scientifique et la particularité donc du littéraire. Maintenant, en synthèse, vous montrez effectivement, pourtant, ces deux méthodes ne semblent pas opposées fondamentalement. Et donc, il y a même des similitudes, des points de convergence entre les deux. Voilà donc comment le sujet se pose. Il n'y a pas de problème. Tu le comprends, maintenant tu vas aller directement à la résolution. Moi, je pense que un élève qui aura compris l'énoncé en repérant les idées principales, bon, je veux dire les mots-clés, en essayant de les reformuler avec ses propres termes, en essayant de voir ce qu'on appelle la consigne, le plan, et d'identifier chaque étape, il est déjà bien préparé quand même résoudre la problématique. Puisque on dit souvent que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Fatima Fall. Allez-y, Fatima. Vous avez une question rapidement pour qu'on puisse avancer? Comment vous allez? Ça va bien, alhamdulillah, Fatima. Bien. Bon, je voulais demander concernant pour le plan. Vous avez dit, on va donner chacun des particularités, soit s'il s'agit du scientifique et euh, des hommes de lettres. Après, on va faire la synthèse. Du coup, ici, il n'y a pas d'antithèse ou bien Hmm. il y a que... L'antithèse. Ah, d'accord, d'accord. J'ai compris votre question, Fatima. Hmm, Alors, je vais répondre. Maintenant, la première partie, c'est
on va parler des méthodes d'analyse du scientifique et du littéraire. Les méthodes, n'est-ce pas? On va parler des méthodes d'analyse. Hmm? Alors, le scientifique a ses méthodes d'analyse. Après, maintenant, tu vas parler petit A. Méthode d'analyse du scientifique. Méthode d'analyse du scientifique. Alors, du scientifique. Ensuite, petit B, qu'est-ce que tu vas dire? Hmm? Fatima, je suis avec vous. Méthode d'analyse du scientifique, D'analyse du littéraire, du n'est-ce pas? littéraire. Oui. Voilà, là c'est d'analyse du littéraire. Après, maintenant, là c'est la première partie. Alors, tu auras fait une introduction passée, une conclusion passée. Maintenant, deuxième partie. Regardez bien la deuxième partie. On a parlé des spécificités. Donc, les particularités. Là, dans les spécificités, tu vas te rendre compte que chacun a une particularité. Là, c'est quand même, c'est quand même l'antithèse. Pourquoi? Parce que quand on dit, on va parler de quoi? Les spécificités du scientifique, n'est-ce pas? Oui. Petit A. Ensuite, tu vas parler de quoi? Du scientifique. Ensuite, les spécificités Du littéraire. et littéraires. Alors, du littéraire. À ce niveau-là, Fatima, le littéraire et les scientifiques n'ont pas les mêmes. Donc, il y a une différence. Spécificité veut dire particularité. C'est comme si on parle de l'homme et de la femme. On vous dit les méthodes d'analyse de l'homme et les méthodes d'analyse de la femme. Souvent, ça va ne pas être les mêmes méthodes. On peut même voir que, mais au-delà des méthodes, on peut voir quand même que là où la femme et l'homme, je veux dire, par exemple, pour, euh, pour une fille et un garçon à l'école hein, qui apprennent en classe, etc. Papa, ils peuvent avoir ne pas avoir les mêmes méthodes parce que les filles, souvent, ouais, pour retenir les leçons par cœur, ils ont des couleurs à mettre, donc ils essaient de faire une certaine organisation. Souvent, ça, on ne le voit pas chez les garçons. Souvent en classe, quand tu vois un cahier où il y a alors des couleurs comme ça, des marqueurs, tout est rangé, tout ça, c'est une fille. Mais les garçons, parfois, ils n'ont même pas de cahier, ils écrivent tout n'importe quoi. Là, leurs méthodes d'apprentissage peuvent être différentes, n'est-ce pas? Leurs méthodes. Mais ils apprennent tous les deux. Alors, il y a pas. Mais spécificité, tu crois? Une fille, parfois, un garçon qui rentre chez lui, souvent, il ne va pas s'occuper des tâches ménagères, à toquer, balayer, finir. Ça, c'est les filles qui le font. Souvent, ce garçon pourrait, par exemple, prendre cette occasion-là pour lire un roman ou bien pour faire ses exercices, alors que la fille, une fois chez elle, là, c'est la spécificité donc de l'homme et de la femme. Jigéen mooy togg mooy def nii bon am na góor yu togg c'est des exceptions on parle de la règle donc en parlant des spécificités du scientifique et de là c'est quand même la particularité de chacun et là il y a une différence là tu vas faire nettement lii moom littéraire bi ko du ko def scientifique bee koy def lii tamit scientifique bi du ko def littéraire bee koy def point et là c'est les spécificités là ça peut sembler être ce qu'on appelle une antithèse n'est-ce pas? Et maintenant, dans une perspective, troisième partie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer tout simplement de montrer que, alors, ça semble opposé, c'est ça qu'ils veulent chercher. Mais il y a ces différences d'approche ne semblent pas opposées. Donc, les points de convergence, les points de convergence. Alors, du scientifique et du littéraire. Parce que nous, alors, du littéraire.
Parce que ñoom ñëpp nag ils cherchent quoi? Ils ont le même but ou le même objectif. C'est quoi? C'est le bonheur de l'homme. Le bonheur de l'homme sur Terre. Là, c'est comme ça qu'on voudrait, effectivement. Et là, tu as ça, tu as ce chemin-là, tu as le sujet. Tu as le sujet. Et tu montres effectivement que alors, même ce bonheur-là, on peut le quantifier sur le plan, sur le plan moral, hein, sur le plan émotionnel, sur le plan moral. Donc, il faut te dire. Mais les scientifiques agissent tout simplement sur le plan physique pour améliorer les conditions d'existence de l'homme. L'autre agit maintenant sur le plan moral pour quand même rendre que l'homme puisse maintenant. Parce que boo amee kër gu rafet tabax ko nekk am climat ak yëpp loolu scientifique bi la mais boo bëggee nag déglu ay musique wala lu neex loo xam ne si day fexal sa xol loolu du le scientifique moo koy def loolu chanteur bi ñëw te chanteur bi poète là la poésie est un chant sinon une musique c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses c'est bon Fatima alors on peut avancer un peu Oui, monsieur. pour le deuxième voilà ok pour le deuxième point on dit répond par écrit. Quelle est la question centrale posée par le sujet? Alors là également, c'est effectivement, quand on pose cette question-là, propose une problématique en une phrase. Là, répond, c'est comme si pour le sujet, on vous demande le thème et le prédicat. Quelle est la thèse principale du sujet? Et à partir de la thèse maintenant, on peut dégager la problématique. Quelle est la question centrale posée par le sujet ici? On va dire que au niveau de l'énoncé, quel est effectivement l'élément le plus important du débat? Sur quoi? Je vais relire peut-être à haute voix pour vous rappeler. Le scientifique et l'homme de lettres s'intéressent également au même objet. La réalité qu'ils cherchent chacun, à sa manière, à rendre plus compréhensible pour l'homme. Sauf qu'ils n'utilisent pas les mêmes méthodes pour analyser cette réalité. Encore moins le même langage pour la décrire. Donc, c'est ça l'énoncé du sujet. Alors, le scientifique et l'homme de lettres s'intéressent également au même objet, la réalité qu'ils cherchent, chacun à sa manière, à rendre plus compréhensible pour l'homme. C'est ça. Sauf qu'ils n'utilisent pas les mêmes méthodes pour analyser cette réalité, encore moins le même langage pour la décrire. Quelle est la question centrale ici? Posons les questions. De quoi ou de qui s'agit-il pour dégager le thème? C'est quoi le thème? Rapidement. Le thème concerne ici la science et la littérature. Science et littérature. Alors, avec la réalité, description de la réalité. Donc, la science et la littérature dans la description de la réalité. Mais ça, qu'est-ce qu'on dit de cela? C'est que deux choses pour le prédicat, ils n'ont pas les mêmes méthodes et le même langage. Différence de méthodes dans le prédicat. On a ici différentes méthodes et de langage. Alors, des méthodes et de langage. Voilà donc quelque part ce que dit le sujet. Et de langage. Et là, quand tu as ça, maintenant, on peut... Donc, la question centrale ici posée, c'est quoi? La différence de méthode et de langage dans la tentative de décrire la réalité chez le scientifique et chez le littéraire. Alors, la question, c'est quoi? La différence, c'est que les deux n'ont pas les mêmes méthodes. Pourquoi n'ont-ils pas les mêmes méthodes?
Pourquoi n'ont-ils pas le même langage? Et là, ça quand même permet un peu de décrire. Maintenant, pour dégager un peu la problématique, qui va nous permettre un peu de dégager la problématique à partir de là. La problématique. À partir des éléments du thème et du prédicat. Allez-y. Fatima? Monsieur, le prédicat, ça renvoie à quoi? Euh, euh, Fatima, vous avez, euh, Hein? Le vous prédicat. avez tardé à vous connecter. Vous venez de vous connecter, on dirait. Non, 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 non. Non, je Tu es n'étais là pas depuis... là depuis le début. Ah, c'est ça. Tu n'étais pas J'ai là fait depuis le quelques début. minutes de retard. Ouais, c'est ça. J'ai expliqué le prédicat. Qui va expliquer le prédicat à Fatima? Euh, qui va expliquer c'est quoi le prédicat? Oui, Mohamed Niang. C'est le problème central. Di Le pôle. Oui, oui. Et quelle question on pose pour trouver le prédicat? Revenons sur la question du thème, après la question du prédicat. Mohamed, si vous avez compris. quoi? Est-ce que vous pouvez revenir sur la question? Quelle question pose-t-on pour trouver le thème et le prédicat? Je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, on va donner la parole à Insa. Insa, allez-y. De quoi parle-t-on dans le test? De quoi ou de qui? De quoi? Bon, c'est vrai que de quoi parle-t-on, mais de quoi ou de qui s'agit-il? Pour dégager le thème, on avait dit quand même qu'il faut dire de quoi ou de qui s'agit-il. Mais pour dégager le prédicat, quelle question on pose? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on dit du thème? Alors, Putain, Fatima, le prédicat, c'est ce que nous dit du thème. Ici, le thème, c'est quoi? Science et littérature, dans la tentative de décrire la réalité. Mais qu'est-ce qu'on dit de cette science et de la littérature dans leur tentative de décrire la réalité? C'est que, qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'il y a une différence au niveau de la méthode et du langage. Voilà. jeex na lii mooy thème bi lii mooy sujet bi science ak littérature bi xam nañ leur information mooy ñoom ñëpp xam nañ ne il intervient dans la nature il essaie donc de décrire la réalité mais li jaaxal affaire bi mooy comme il n'utilise pas les mêmes méthodes ni le même langage foofu la débat bi nekk donc c'est ça la problématique. Et maintenant, qui va nous dire, pour dégager la problématique, quelle question on pose? Qui va nous dégager la problématique? Quelle est la formule mathématique? Qui va rappeler la formule mathématique pour dégager la problématique, comme on l'a dit tout à l'heure? Quelle est la formule mathématique pour dégager la problématique? Qui va rappeler ça? Khadijatou, allez-y. Pour dégager la problématique, on se pose non. La formule, c'est en quoi plus En quoi thème plus prédicat. plus thème plus prédicat? Merci beaucoup. En quoi plus thème plus prédicat? En quoi? Ou bien, tu peux également dire comment? En quoi plus thème plus prédicat? Et maintenant, si c'est en quoi plus thème plus prédicat, sous forme de questions. Permettez-nous effectivement de nous dégager la problématique. On a ici le thème, on a le prédicat. Sous forme de questions. Qui va dégager la... Il y a Falou Diop qui a dit, c'est la complémentarité. Oui, le thème, oui, c'est la complémentarité. Mais la complémentarité, c'est au niveau de la synthèse. Ici, c'est la science et la littérature dans leur tentative de décrire la réalité. Et ça, vous nous proposez une problématique? Oui, quelles sont les méthodes utilisées par les scientifiques et les littéraires pour décrire la réalité? Oui, c'est bon. Mais si tu avais commencé par en quoi? Tu aurais quoi? Oui, des fois, c'est bien. Comment les méthodes et langages scientifiques se différencient, sont bons, se différencient-ils tels dans le... Bon, comment les méthodes et langages scientifiques se diffèrent-elles, d'accord, à celles de la littérature? D'accord, je suis parfaitement d'accord.
Je suis parfaitement d'accord. Alors, si on avait formulé une autre formule, Mohamed, non? Mohamed? En quoi la science et la littérature ont des Ouais, différences de méthode et de langage? voilà. Ont une différence de méthode et de langage. C'est très bien. Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais voyez que c'est simple, n'est-ce pas? Voyez que c'est simple. On a ça. Essayez de sortir le thème. Essayez de sortir le prédicat. Trouve la formule. En quoi, comment, dans quelle mesure, dans quelles circonstances la science peuvent-ils avoir des méthodes ou bien peuvent-elles avoir des méthodes différentes? Et là, tu as déjà là la problématique, comme tu l'as dit. On va un peu avancer, s'il vous permettez. Alors, mais c'est déjà très bien. Je sens que certains ont déjà compris l'essentiel. On va terminer avec l'exercice 2 rapidement. Il nous reste 17 minutes. Alors, on me demande de faire un tableau comparatif. Comparaison des méthodes et de langage de la science de l'art. Là, vraiment, je voudrais quand même... là, c'est là où les scientifiques, quels sont les scientifiques du groupe, vous devrez quand même réagir carrément. Mais c'est une technique qui vous permettra, quand tu as un sujet, alors, dans le brouillon, de pouvoir différencier. On a dégagé le plan tout à l'heure en montrant les méthodes scientifiques du langage, les méthodes d'analyse du scientifique et les méthodes d'analyse du littéraire. Et là, on va essayer de voir sous forme de tableau, on va essayer de compléter le tableau pour voir quels sont les éléments qu'il faut effectivement mettre en œuvre. Alors, Mamgour, c'est très bien. En quoi la littérature se différencie-t-elle, c'est tel quoi, de méthode et de langage. C'est très bien, mais il faudra peut-être corriger au lieu de til, c'est tel, n'est-ce pas? Alors, alors c'est bon. Donc, on continue. Alors, dans le tableau, vous voyez, c'est nettement qui. On a dit critères, sciences, homme de lettres. Alors, on a donné même quelques indices critères pour la science. Vous connaissez Pierre et Marie Curie dans la découverte de la radioactivité. Pierre et Marie Curie. Il y a ici l'homme de lettres avec Victor Hugo. Victor Hugo a découvert quoi? A fait quoi? On a donné ici l'homme de lettres. Hein? On a vu méthode d'analyse du scientifique, langage utilisé et exemple précis. Là, vraiment, si on arrive à délimiter ces différents éléments, on arrive à poser l'essentiel. Et là, quand tu as ce tableau-là, tu as déjà tous les éléments qui te permettent de résoudre carrément la science. Alors, oui, Pierre et Marie Curie, dans la découverte de la radioactivité, méthode d'analyse, langage utilisé et exemple précis. Le littéraire Victor Hugo, on est au 19e siècle, contrairement à scientifique, qu'est-ce qu'il a découvert sur le plan littéraire, quel langage il a utilisé et également comment il a décrit la réalité. Alors, disons que on a donné l'exemple ici de Pierre et Marie Curie, ça c'est un domaine carrément scientifique, mais pour le littéraire, il faut voir que Victor Hugo a décrit la réalité française du 19e siècle, surtout à travers, donc, alors, il a parlé de la réalité française du 19e siècle. On sent à travers ses écrits qu'il y a une réalité. Par exemple, la justice française du 19e siècle, et qui va nous dire effectivement à quel niveau il a, il a quand même pointé un doigt, il a parlé donc de la justice française du 19e siècle. Cette réalité-là est une réalité existante. La justice française du 19e siècle. À travers quel ouvrage? Oui, ça, allez-y. Il a décrit la justice française dans son œuvre Les Châtiments. Oui, les châtiments. Alors, dans les châtiments, il n'y a pas que dans les châtiments, mais par exemple, restons avec les châtiments, mon cher. Restons avec les châtiments. Maintenant, les châtiments, comment il a décrit de quoi il est question et comment il a décrit cette justice française, cette réalité-là de la société française du 19e siècle.
Il a décrit les agissements de Napoléon Bonaparte. Voilà, les agissements de Napoléon Bonaparte. Très bien. Alors, mais il y a un autre, dans un autre ouvrage, il a également décrit une réalité de la justice française. Tu peux nous rappeler c'est quel ouvrage? Les Misérables. Les Misérables, c'est très bien. Mm. Et Les Misérables, comment il a décrit la justice française du 19e siècle? La justice française du 19e siècle. L'exemple de Jean Valjean. Qu'est-ce que Jean Valjean a fait? Rapidement. Alors, donc, oui, pour avancer, le langage utilisé pour effectivement méthode d'analyse 5, on a ici, alors, la justice française avec Napoléon, donc, abus de pouvoir, il a donné donc abus de pouvoir, mais également une justice à deux vitesses. Justice à deux vitesses. À deux vitesses, ça veut dire que quoi? Il y a une justice pour les pauvres et une justice pour les faibles. Parce que dans Les Misérables, il a parlé, les misérables, c'est nous, les badolas, c'est nous, les pauvres. Quand un pauvre vole, c'est un crime abominable. Rien que la mort n'est capable d'expier son forfait. Quand c'est un russe qui vole, non. C'est une petite infraction, c'est une petite erreur, c'est une peccadille. C'est une peccadille. Et par conséquent, il y a une justice pour les faibles et une justice pour les forts. Comme la loi du plus fort est toujours la meilleure. Donc, à travers, quelque part, Victor Hugo, à travers d'abord, parce que Jean Valjean a volé juste un morceau de pain. Et c'était pour nourrir des pauvres qui mouraient de faim. Mais il a été condamné. À côté donc des riches qui ont volé des milliards, mais qui n'ont pas été. Donc, il y a une justice pour les pauvres. Donc, il a dénoncé cette justice-là. Mais par quel langage? Il a utilisé deux langages. Par les châtiments, tu l'as dit, il a utilisé quel langage? Mais par les misérables, il a utilisé quel langage? Hein, ça? Dans les châtiments, il a utilisé le langage poétique. Le langage poétique, poésie. Et dans Les Misérables? Le langage romanesque, le roman. Romanesque, le roman. Voyez-vous? Et là, les deux ouvrages seront, exemple précis, c'est quoi? Les châtiments, comme tu l'as dit, et effectivement, les misérables. Misérables. Et là, les deux ouvrages sont des exemples éloquents. Et là, quand tu as ça, tu as déjà le paragraphe pour parler donc des méthodes d'analyse, effectivement, du littéraire, comment il a parlé donc de l'abus, il a parlé donc d'une justice à deux vitesses qui existait dans cette société-là. Donc, comment il a parlé de ces réalités-là? Alors, il a utilisé la poésie, il a utilisé donc avec des exemples qu'on a. De la même manière, le scientifique, Pierre et Marie Curie, vous vous rappelez de ça? Est-ce qu'il y a des scientifiques dans le groupe? Il a utilisé ce qu'on appelle la radioactivité. La radioactivité. Radio. Non, la radioactivité, c'est l'exemple précis. C'est l'exemple précis. Pierre et Marie Curie. Ouais, la radioactivité sert à quoi, principalement? La radioactivité sert à quoi? En mettant en évidence sur sert à quoi, on peut mettre donc de quoi l'analyse, la méthode d'analyse ou les méthodes d'analyse utilisées. Et on reviendra sur l'exemple effectivement précis qui a été déroulé. Alors, donc, il ne reste plus beaucoup de temps. Il y a un cours véritablement qui doit être déroulé tout de suite, qui a même presque démarré de notre côté. Donc, on va vous permettre de suivre tous les cours
Alors, parce que maintenant, alors, il y a la pression. Pourquoi? On doit quand même asseoir, maîtriser toutes les disciplines avant d'affronter l'examen. Parce qu'il n'y a pas que il y a pas que le français, il y a les autres disciplines. Malheureusement, je n'ai pas vu beaucoup de scientifiques se signaler pour le moment pour prêter cet exercice-là. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un exercice quand même qui était réservé au bac scientifique. Ça, c'est le bac scientifique de 2017. Et normalement, c'est comme ça. Et donc, quand tu auras compris pourquoi la radioactivité est vue, tu pourras également savoir quels sont le langage qu'il a utilisé. C'est le langage des signes. Parfois, il y a le langage mathématique, n'est-ce pas? Le langage des signes mathématiques. Il y a également, comme on dit, utilise la méthode de l'observation. Oui, méthode de l'observation. Voilà. L'observation et de l'expérimentation. Il y a les deux. Il y a observation, effectivement, quelqu'un l'a dit, et observation et également expérimentation. Alors, observation et expérimentation. Donc, parce que eux, ils utilisent, on observe là-dessus, donc on essaie d'expérimenter. Comme ils le font, le pain contient de l'amidon, ou bien le pain contient du sel iodé. Il y a une expérimentation à faire. On prend un tube à essai, etc. On essaie donc, s'il y a une coloration bleue, on en déduit que. Donc, la méthode donc, des signes mathématiques, quelqu'un l'a dit, il a utilisé également le langage des formules. Les formules, si c'était par exemple, effectivement, la bombe atomique, c'était E égale mc carré. Voilà. E égale mc2, c'est ça. Donc, ce sont des formules qu'on utilise souvent pour y arriver. Et là, l'exemple ici, c'est ce qu'on appelle la radioactivité. Activité. Et là, donc, Pierre et Marie Curie, c'est des sœurs qui ont découvert alors c'est la radioactivité. Et voyez-vous, c'est comme ça qu'il faut analyser et de ce point de vue, tu auras donc repéré les identifiés. Et maintenant, pour dresser votre dissertation, vous n'aurez pas de problème. Voilà, donc c'était tout. Oui, allez-y, Fatima. Bon, ce tableau nous permet de mettre les différentes parties du développement. Comme Voilà, si c'est on ça. prend, C'est ça. si on prend le scientifique, on met ses méthodes de découverte, ses Ouais. langages utilisés. Après, c'est chaque paragraphe qu'on doit illustrer. Après, on va sur le littéraire, on donne ces livres qu'ils ont écrits, la façon de faire et tout. C'est le but, n'est-ce pas? Effectivement, Fatima. Maintenant, tu sais, dans ton plan, tu as dit méthode d'analyse du littéraire. Après, tu as vu méthode d'analyse du lien. Donc, ici, on les Oui. a regroupés pour le mieux les comparer. Mais tu pouvais faire un tableau où tu dis mettre uniquement méthode d'analyse. Mais le tableau permet pas méthode d'analyse, le langage utilisé et exemple précis. Ce qu'on voudrait à travers ce tableau-là, c'est effectivement montrer que c'est différent, plus ou moins. Mais ce qu'on a voulu, c'est quoi? C'est que vous puissiez savoir que dans le paragraphe, tu dois faire l'idée, après tu as des arguments, après tu donnes l'exemple. Là, on a mis l'exemple précis. On va vous montrer comment doit fonctionner le paragraphe. Mais dans le plan, tu dois faire un paragraphe, par exemple, ou deux paragraphes qui montrent que la méthode qu'utilise le littéraire, après, le scientifique, après tu montres que la méthode qu'utilise le scientifique. C'est comme ça qu'il faudra faire. Et là, tu as le plan. Et ce plan-là nous permet d'avoir d'abord une comparaison et de comprendre les étapes de l'argumentation. Et effectivement, c'est un bon plan qui te permettrait effectivement de réussir les deux parties. C'est bon? Donc, ici, quand on dit méthode d'analyse, c'est une paragraphe qu'on va développer après. Et Langage bien sûr, utilisé bien aussi, sûr. la même chose. Et ce sont des paragraphes à développer. Maintenant, tu vas faire, et dans la première partie, tu as vu, tu as deux paragraphes. Dans la première partie, tu vas dire, tu as vu le plan, Fatima, tu as vu le plan. Dans le plan, on a dit Oui, oui. les méthodes d'analyse,
et de langage. Donc, après, on a mis les méthodes d'analyse du scientifique, petit a, petit b, les méthodes d'analyse. C'est comme ça que tu vas faire. Donc, tu peux faire un paragraphe sur les méthodes d'analyse du scientifique, après un autre paragraphe sur les méthodes d'analyse du littéraire, et tu as la première partie. Parce que la deuxième partie revient sur un autre aspect. La troisième partie revient sur un autre aspect. Mais le tableau, comme on l'a indiqué, permet effectivement de voir la différence, qu'il y a une différence dans la méthode, la différence dans le langage utilisé surtout, n'est-ce pas? Et Oui, tu as également une façon d'argumenter. Tu poses l'idée, après l'argument, après l'exemple. d'accord, Je donne un je exemple. comprends. Tu fais faire un paragraphe avec, par exemple, l'exemple de Victor Hugo. Tu dis, Victor Hugo, au 19e siècle, a dénoncé la justice française du 19e siècle, à travers donc l'abus de pouvoir et à travers également une justice à deux vitesses, une justice pour le peuple et une justice pour les faibles. Les méthodes, donc à travers donc la poésie, comme également le roman, etc. Voilà, c'est comme ça. Et puis tu donneras l'exemple. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut faire pour construire les paragraphes. C'est bon? Oui, je Voilà. comprends. Alors, merci beaucoup. Merci, Merci. chers élèves. Merci de rester connectés. Merci vraiment de rester fidèles à la plateforme. Il y a un cours qui va être déroulé tout de suite. Alors, donc connectez-vous rapidement et vous allez suivre ce cours-là. Il n'y a plus de temps à perdre. Il ne reste pas beaucoup de temps pour le bac et nous devons asseoir toutes les données, toutes les connaissances possibles qui nous permettront de réussir avec notre examen Vibrio. Merci. Nous vous donnons rendez-vous samedi, pas samedi prochain parce que c'est la Tabaski, mais l'autre samedi vers le 14, justement, pour quand même un autre cours, un autre débat. Et là, vous allez voir qu'on va faire une synthèse générale sur la littérature le samedi 14, Inch'Allah. On va revenir sur toutes les leçons déroulées en classe terminale et surtout même parfois les fonctions de chaque genre littéraire. Merci, c'était tout et nous vous donnons rendez-vous prochainement. Merci.